Monsieur, Oui, vous pouvez commencer. d'accord, merci. S'il y a un problème, vous m'appelez, Barka. D'accord. Allez, on commence. Donc, on va faire les hyperlipidémies. Donc, voilà. Donc, cette première diapo nous montre que l'hyperlipidémie, c'est un facteur de risque cardiovasculaire qui est d'origine génétique. Et ce facteur de risque, donc, existe au même titre que l'hypertension artérielle, le diabète, le syndrome métabolique, etc. Donc, ce qui est important à connaître, c'est que l'hyperlipidémie ou dyslipidémie, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et ce facteur de risque cardiovasculaire est d'autant plus dangereux que lorsqu'il est associé à l'hypertension ou le diabète, essentiellement. Il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui sont le tabac, le manque d'exercice, le fait de manger trop de graisse, qui peuvent être également associés à l'hyperlipidémie. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est que l'hyperlipidémie est caractérisée par une augmentation des lipides sanguins. Les lipides, normalement, ne sont pas solubles dans l'eau, dans le sang, ils ne sont pas solubles. Et ils circulent sous forme de lipoprotéines. Donc, ils sont au sein d'une molécule qu'on appelle lipoprotéine, qu'on va développer, qui permet aux lipides de circuler dans le sang. Donc, les lipoprotéines vont constituer le vecteur, c'est-à-dire le transport des lipides dans le sang. Ces lipoprotéines qui constituent donc des transporteurs de lipides sont constituées, voilà, comme vous le voyez ici, c'est une molécule sphérique. Donc, au centre, il y a les lipides qui sont hydrophobes, c'est-à-dire qui ne sont pas en contact avec le sang. C'est essentiellement les triglycérides et le cholestérol estérifié. Et au niveau de la périphérie, il y a les lipides qui sont solubles dans le sang et qui sont à la surface de la lipoprotéine et qui sont constitués par le cholestérol libre, les phospholipides et également il y a au niveau de l'extérieur de la lipoprotéine, il y a des apoprotéines qui permettent à la lipoprotéine d'être reconnue par les récepteurs afin de pouvoir être dégradée. Voilà, c'est l'hypoprotéine, donc c'est un résumé. Ce sont des macromolécules constituées d'un corps de lipides neutres, ester de cholestérol et triglycérides, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et d'une couche périphérique faite essentiellement de phospholipides et de cholestérol non estérifié, c'est-à-dire libre, et d'hypoprotéines. Donc en gros, on a 5 types de lipoprotéines. Et ces lipoprotéines sont différentes de par leur composition lipidique, de par leur densité, de par leur taille. Voilà, en gros, on a 4 lipoprotéines importantes. Il y a les gyromicrons. Les gyromicrons, comme vous le voyez sur cette diapo, ce sont des lipoprotéines qui transportent essentiellement les triglycérides. Ils transportent un peu de cholestérol, un peu de phospholipides et ils transportent essentiellement les triglycérides. Et le VLDL transporte également beaucoup plus les triglycérides, mais moins que les gyromicrons. Ils contiennent un peu plus de cholestérol et un peu plus de phospholipides. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que les triglycérides sont essentiellement transportés dans le sang par les gyromicrons et les VLDL. VLDL, ça veut dire Very Low Density Lipoprotein, c'est-à-dire les lipoprotéines de très basse densité. Il y a également une autre lipoprotéine qu'on appelle les LDL, ça veut dire Low Density Lipoprotein, qui transportent, comme vous le voyez, essentiellement le cholestérol. Et les HDL contiennent également beaucoup plus de phospholipides et un peu de cholestérol. Donc, première différence des lipoprotéines qui transportent les lipides dans le sang, il y a la composition lipidique. Donc, en résumé, les chylomicrons et les VLDL transportent essentiellement les triglycérides et le LDL transporte essentiellement le cholestérol. Et les HDL transportent le cholestérol et les phospholipides de manière égale. Donc, première différence, composition lipidique. Deuxième différence, la densité. Les lipoprotéines ont une densité différente, c'est-à-dire une lourdeur de la lipoprotéine différente. Par exemple, les chylomicrons, ce sont les lipoprotéines les plus légères. Lorsqu'on les met dans un tube, ils vont flotter à la surface du tube, tellement ils sont légères. Par contre, les lipoprotéines les plus lourdes
sur le plan de densité, c'est les HDL. Les HDL, ça veut dire High Density Lipoprotein, c'est-à-dire lipoprotéines de haute densité. Donc, premièrement, différence des lipoprotéines qui transportent les lipides de par leur composition lipidique, de par leur densité et de par leur taille. Regardez, les chylomicrons, ce sont les lipoprotéines qui ont la plus grande taille. Plus on va vers la HDL, plus la taille des lipoprotéines diminue. Donc, les lipoprotéines peuvent être reconnues, par leur taille, qui va diminuer si on va des chylomicrons vers les HDL, de par leur composition lipidique qui est variable. LDL, chylomicron transporte les glycérides, LDL, cholestérol et HDL, cholestérol et phospholipides, de par leur composition, de par leur densité, de par leur taille. Et ce qui confère à la lipoprotéine sa densité importante, c'est le pourcentage de protéines. Les protéines, c'est lourd. Donc les HDL, presque 50% de leur composition, c'est surtout des protéines. Alors que les protéines sont très faibles dans les chylomicrons et un peu plus dans les VLDL. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus légères. Voilà. Donc ces lipoprotéines sont définies par leur densité. Ils ont une densité différente, on l'a vu. Et par leur migration électrophorétique. Quand on fait l'électrophorèse, on voit qu'ils migrent de manière différente parce qu'ils ont une composition qui est différente. Donc, en gros, ces lipoprotéines ont une mobilité électrophorétique qui est comparable à celle des globulines. C'est-à-dire que, par exemple, les lipoprotéines migrent parallèlement aux globulines. Par exemple, les HDL, à high densité lipoprotéines, migrent à la même position que les alpha-globulines. Alors que les lipoprotéines, les LDL, migrent à la même position que les bêta-globulines. C'est pour ça que les LDL sont également appelés bêta-lipoprotéines. Et les HDL sont appelés alpha-lipoprotéines. Donc, les lipoprotéines ont une dimension différente de par leur extraphorèse. On parlera alors, on va le voir, on va détailler tout à l'heure. On parlera des bêta-lipoprotéines qui sont essentiellement les LDL. On parlera des alpha-lipoprotéines qui sont essentiellement les HDL. Donc, on va développer tout ça parce que ceci est seulement une introduction. Donc, en résumé de cette introduction, les lipides sanguins ne sont pas solubles dans le sang. Ils sont rendus solubles grâce à leur liaison avec des protéines et l'ensemble constitue les lipoprotéines. Donc, on a 4 lipoprotéines principales, les chylomicrons qui sont différentes par leur taille, par leur densité, par leur composition lipidique, par leur composition protéique. Donc, on parlera alors, on va détailler ça tout de suite, chez les chylomicrons, les VLDL, les LDL et les HDL. Donc, également, leur appellation va changer en fonction de leur migration à l'électrophorèse. Les lipoprotéines qui migrent à l'électrophorèse à la même position que les bêta-globulines sont appelées bêta-lipoprotéines. Les lipoprotéines qui migrent à l'électrophorèse à la même position que les alpha-globulines sont appelées alpha-lipoprotéines. On va détailler tout ça. C'est un aperçu, c'est-à-dire on a planté le décor. Alors voilà, donc si vous voulez, ces apolipoprotéines. Les apolipoprotéines également vont constituer une carte d'identité de la lipoprotéine. Par exemple, les apolipoprotéines qui se trouvent à la surface des lipoprotéines vont permettre à la lipoprotéine d'être reconnue par le récepteur pour pouvoir exercer leur activité. Par exemple, les apolipoprotéines A1 sont également spécifiques des HDL. Lorsqu'on donne les apo A1, lorsqu'on les dose, si on les trouve élevés, ça veut dire que c'est les HDL qui sont élevés. Parce que les apo A1, donc, sont spécifiques des HDL, high density lipoprotéines. L'apoprotéine B48, elle est spécifique des chylomicrons. L'apoprotéine B100 existe uniquement dans les LDL et VLDL. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, les apolipoprotéines qui constituent la carte d'identité de la lipoprotéine sont différentes en fonction des lipoprotéines. Les apo A1, c'est les HDL. Les apo B48, c'est les chylomicrons. Les apolipoprotéines B100, c'est les LDL et les VLDL. Il y a d'autres apoprotéines, je ne rentre pas dans les détails, qui jouent un rôle d'activateur enzymatique, c'est-à-dire qui activent certains enzymes pour permettre, c'est-à-dire
de dégrader certaines lipoprotéines, par exemple la lipoprotéine lipase qu'on va voir tout à l'heure, qui va dégrader les triglycérides. Cette lipoprotéine lipase, elle est activée par la lipoprotéine C2. Donc ces apoprotéines sont situées à la surface de lipoprotéines. Ils vont avoir un rôle structural, c'est-à-dire ils ont un rôle, c'est-à-dire ils sont spécifiques de certaines lipoprotéines. Ils ont également un rapport, une action de stimulation ou de freination. Et par exemple, la pose C2 active la lipoprotéine lipase, on va la voir tout de suite, qui va dégrader les triglycérides, alors que la pose C3 inhibe la lipoprotéine lipase. Donc, c'est en gros ce qu'on va voir pour qu'on puisse discuter en détail. Alors, ces lipoprotéines qui vont assurer le transport des lipides vont l'assurer selon 3 voies. Il y a la voie entéro-hépatique qui permet de transporter les lipides qu'on a mangés de l'intestin vers le foie. Parce qu'on va commencer pour savoir comment sont transportés nos lipides. Donc, on va manger des lipides. Ces lipides qu'on va manger, ils vont passer de l'intestin au foie. C'est la première étape qu'on appelle la voie entéro-hépatique qui permet le transport des lipides exogènes, c'est-à-dire alimentaires, de l'intestin vers le foie. La deuxième voie, c'est la voie d'apport, c'est-à-dire qui va transporter les lipides du foie vers les tissus. Donc, les lipides qu'on va manger, ils vont être transportés dans un premier temps au foie et dans un deuxième temps, ils vont aller du foie au niveau des tissus périphériques pour pouvoir, pour que nos tissus vont utiliser ces lipides. Donc, ils vont l'utiliser pour avoir un aspect, une fonction hormonale. On va le voir que le cholestérol, c'est lui qui va fabriquer, c'est à partir du cholestérol que vont être synthétisées les hormones surrénaliennes. Donc, il est important que ce cholestérol soit utilisé par certains tissus pour fabriquer, par exemple, certaines hormones qui dérivent du cholestérol. Ou bien ce cholestérol a un aspect structural. Donc, c'est grâce au cholestérol que les membranes basales sont formées. Donc, il y a un aspect de structure. Le cholestérol il est utile pour pouvoir former les cellules et pour pouvoir fabriquer des hormones, etc. Donc, en fonction du transport à partir du foie vers les tissus. Ensuite, les tissus, une fois qu'ils ont utilisé le cholestérol, l'excédent de cholestérol va être éliminé au niveau du foie. D'accord? Voilà. On a la première voie. La première voie, c'est-à-dire, regardez ici, maintenant voici l'intestin, et ici on voit que les lipides alimentaires sont absorbés par l'intestin, ils sont intégrés dans les chylomicrons. Les chylomicrons, qu'on a vu tout à l'heure, c'est la première lipoprotéine qui est synthétisée par l'intestin. Donc les lipoprotéines, donc les lipides qu'on a mangés, ils vont aller au niveau de l'intestin, ils vont être absorbés par la muqueuse intestinale. Et là, ils vont rencontrer une protéine qui est synthétisée par l'intestin et l'ensemble, protéines synthétisées par l'intestin et les lipides qu'on a mangés, va constituer les chylomicrons. Donc les chylomicrons sont synthétisés par l'intestin, ils vont transporter les graisses alimentaires qu'on a mangées. Et ces graisses alimentaires transportées par les chylomicrons vont passer au niveau du sang. Et au niveau du sang, ils vont être dégradés par la lipoprotéine lipase qu'on a vu tout à l'heure, qui est activée par la peau C2. Cette lipoprotéine lipase va dégrader les chylomicrons. Une partie des acides gras libres qui sont libérés par cette dégradation va aller au niveau du tissu adipeux pour constituer nos graisses de réserve et va aller au niveau du muscle pour servir d'énergie. Et le reste des chylomicrons partiellement dégradés va constituer ce qu'on appelle les rémanences. Les rémanences, c'est des chylomicrons partiellement dégradés qui vont aller au niveau du foie pour que leur dégradation soit complète. C'est la première étape. Donc, regardez le résumé. Les lipides alimentaires absorbés par l'intestin sont intégrés dans les chylomicrons, qui seront sécrétés dans la lymphe, mais qui vont passer au niveau du sang, c'est ça ce qui nous intéresse. Et sur l'action de la lipoprotéine lipase, les chylomicrons sont convertis en rémanences, c'est-à-dire c'est des chylomicrons partiellement dégradés, puis captés par le foie. Les acides gras qui sont libérés vont aller au niveau du tissu adipeux pour être stockés ou bien au niveau du muscle à des fins énergétiques.
La deuxième voie, c'est la voie qui va du foie au tissu périphérique. Donc, le foie va utiliser les graisses issues des chylomicrons et va fabriquer des graisses donc, à l'intérieur du foie, et l'ensemble des graisses fabriquées par le foie et les graisses issues des rémanences va permettre au foie de fabriquer une deuxième lipoprotéine qu'on appelle les VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Donc les lipoprotéines de très basse densité, qu'on appelle VLDL, va être fabriquée par le foie, alors que les chylomicrons sont fabriqués par l'intestin. Donc les VLDL fabriqués par le foie vont transporter essentiellement les graisses endogènes, alors que les chylomicrons transportent les graisses exogènes alimentaires. Les VLDL vont transporter les graisses fabriquées par le foie et ils vont passer comme chylomicrons au niveau du sang. Et ces VLDL, lorsqu'ils vont être fabriqués au niveau du sang, ils vont s'appauvrir en triglycérides et ils vont s'enrichir en cholestérol. Donc, ils vont s'appauvrir en triglycérides par la lipoprotéine lipase qui va être dégradée. Ils vont s'enrichir en cholestérol, donc ils vont recevoir du cholestérol des HDL qu'on va voir parce qu'elle s'est masquée un peu. Ils vont recevoir du cholestérol, donc ils vont prendre du cholestérol et ils vont perdre des triglycérides. Donc, ce qui va aboutir à une lipoprotéine intermédiaire qu'on appelle l'IDL, dont je ne vous ai pas parlé parce que rapidement, elle est dégradée par le foie. Donc, elle apparaît de manière fugace dans le sang parce qu'il est rapidement transporté en LDL. Donc, les LDL constituent la forme de dégradation des VLDL. VLDL synthétisé par le foie, dégradation par l'hypoprotéine lipase, donc appauvrissement triglycérides, enrichissement cholestérol et formation des LDL. Et les LDL vont aller au niveau des tissus pour pouvoir donner des graisses au niveau du tissu pour qu'ils soient utilisés, soit dans un aspect, dans un but structural pour fabriquer des cellules, ou bien dans un but hormonal pour permettre la synthèse de certaines hormones qui dérivent du cholestérol. Troisième voie, voilà, ici, regardez les LDL qui vont amener du cholestérol et des graisses au niveau des tissus. Troisième voie, c'est ces graisses, quand ils sont utilisés, il y a toujours un excédent, c'est-à-dire un excès de cholestérol, donc qui doit être éliminé parce que sinon il va se déposer au niveau des artères. Donc cet excédent de cholestérol va être, si vous voulez, éliminé par les HDL. Donc les HDL vont assurer la voie de retour du cholestérol excédentaire des tissus périphériques vers le foie. Donc l'excédent de cholestérol va être utilisé par le foie, va être éliminé par les HDL qui vont l'éliminer au niveau du foie afin d'être excrété par voie biliaire. Voilà le métabolisme de l'hypoprotéine. Voilà le cholestérol ici, regardez, il est éliminé par les VLDL qui vont l'amener par des récepteurs ici qu'on appelle les récepteurs scavenger qui vont aller au niveau du foie pour qu'ils soient dégradés. D'accord? Voilà. Donc il y a deux voies, soit il est dégradé au niveau du foie, les HDL vont l'amener au niveau du foie pour qu'il soit dégradé en acide biliaire, ou bien il va être repris par les VLDL pour former les LDL. Voilà les deux voies de retour du cholestérol. Voilà, regardez, lorsqu'il y a un excès de cholestérol dans le sang, il va y avoir une diminution du calibre de la lumière artérielle et il va y avoir une thrombose, une athérosclérose. Regardez, normalement la lumière de l'artère, ce qui est en noir, elle va se terminer ici. Donc cette coloration jaune correspond à du cholestérol qui est déposé au niveau de la paroi artérielle et qui permet de rétrécir la lumière artérielle et sera à l'origine d'accidents cardiovasculaires. Voilà, ici, on a terminé la physiologie. Donc, on a défini les hyperlipidémies, c'est un excès de cholestérol, de triglycérides, de phospholipides. On a déterminé que les lipides sont transportés par les lipoprotéines. Et on a vu quel est le métabolisme, c'est l'hypoprotéine. Donc, la voie qui passe par l'intestin, qui va aller au niveau du foie, la voie qui part du foie au tissu périphérique et le retour
du tissu périphérique vers le foie afin que l'excès de graisse va être éliminé. Alors maintenant, on va parler de la classification des lipoprotéines. La classification des hyperlipidémies, il y a deux types de classification. Il y a la classification Fredrickson, il y a la classification de Degennes. La classification de Fredrickson, elle est basée sur l'électrophorèse des lipoprotéines. Et la classification de Degennes, elle est basée sur le dosage des lipides sanguins. Alors la classification de Fredrickson va se baser, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'électrophorèse des lipoprotéines. Alors on s'est basé sur l'électrophorèse des protéines. Donc les lipoprotéines qui migrent à la même position que les alpha-globulines, ce sont les HDL. Regardez ici, on a une électrophorèse des protéines. Et au-dessus, l'électrophorèse des lipoprotéines. Donc les HDL migrent à l'électrophorèse à la même position que les alpha-globulines. C'est pour ça qu'on les appelle également alpha-lipoprotéines. Si on se base sur l'électrophorèse, on parlera d'alpha-lipoprotéines. Si on se base sur la densité, on parlera de high density lipoprotéines, c'est-à-dire lipoprotéines de haute densité. Donc l'appellation de lipoprotéines, c'est en fonction de ses caractères. Si on se fie à la densité, on parlera de HDL, high, ça veut dire en anglais haute, densité lipoprotéines. C'est les lipoprotéines de haute densité, qui sont lourdes. Et si on se base sur l'électrophorèse, on parlera de alpha-lipoprotéines parce que les lipoprotéines lourdes migrent à la même position que les alpha-globulines. Par exemple, les LDL. Les LDL, c'est de low densité lipoprotéines. Ils ont lipoprotéines, ce sont des lipoprotéines de basse densité, low. Donc, ils migrent à l'électrophorèse à la même position que les bêta-globulines. Donc, on les appellera également, soit si on se base à la densité, on dit lipoprotéines de basse densité, low densité lipoprotéines. Si on se base sur l'électrophorèse, on parlera de bêta-lipoprotéines. Donc, c'est la même chose. Les VLDL sont appelés pré-bêta parce qu'ils migrent à l'électrophorèse en avant des bêta, pré. Donc le sens de migration, c'est de ce côté. Et les VLDL, lipoprotéines de très basse densité, et ils migrent à l'électrophorèse en avant des bêta, c'est pour les appels pré-bêta. Et les chylomicrons, normalement, ne migrent pas. Voilà, ici, voilà une électrophorèse normale, d'un sujet normal. Quand on fait une électrophorèse d'un sujet normal, regardez, on n'a pas de chylomicrons, donc qui sont au niveau du dépôt de sérum. On a une tache claire de bêta-lipoprotéines et on a une tache d'alpha-lipoprotéines, HDL et bêta. Et une petite tache de pré-bêta-lipoprotéines qui est très légère. Si on fait l'électrophorèse, par exemple, après le repas. Si on fait à jeun, normalement, on n'aura pas cette tache de pré-bêta. Donc, une électrophorèse normale à jeun, normalement, on doit avoir une tache claire de bêta-lipoprotéines, LDL, et on a une tache d'alpha-lipoprotéines, HDL. Alors, cette classification de Fredrickson va montrer quelles sont les anomalies qu'on trouve par rapport à une électrophorèse normale. Donc, il y a 5 types de lipoprotéines selon Fredrickson. Il y a le type 1, regardez en haut, qui correspond à la présence d'une tache de chylomicron, alors qu'elle n'existe pas chez le sujet normal. Donc, la présence d'une tache de chylomicron au niveau de l'électrophorèse constitue le type 1, ou bien on l'appelle ça l'hyperchylomicronémie. Le type 2A, en bas, c'est une augmentation de la tache des bêta-lipoprotéines. Regardez, normalement, une bêta-lipoprotéine normale, elle est claire. Vous avez une tache très foncée, parce que cette électrophorèse, c'est un aspect qualitatif. On n'a pas de chiffre, c'est en fonction de la couleur de la tache. Donc, il y a une intensité accrue de la tache des bêta-lipoprotéines. Alors, à ce moment-là, c'est comme les LDL transportent les cholestérols, on va avoir droit à une hypercholestérolémie. Donc, puisque c'est une augmentation de LDL ou bien une augmentation de la tache des bêta-lipoprotéines. C'est le type 2A. Le type 2B, c'est une association d'une tache de bêta-lipoprotéines que vous voyez ici, et une tache de pré-bêta-lipoprotéines. Il y a deux taches séparées par un vide. Voilà le type 2B. Donc, le type 2A, comme le LDL transporte le cholestérol, ça va être considéré comme une hypercholestérolémie.
Parce que l'augmentation de LDL, le LDL transporte le cholestérol. Si c'est augmenté, ça veut dire que c'est le cholestérol qui est augmenté. Par contre, le type 2B, c'est une augmentation de la tâche des bêta et la présence d'une tâche de pré-bêta. Les pré-bêta transportent les triglycérides et les bêta transportent le cholestérol. Donc, c'est une hyperlipidémie mixte quand on va la comparer à la classification de deux gènes. Le type 3, c'est une augmentation de la tâche des bêta et pré-bêta. Donc, il y a une tâche qui englobe à la fois les bêta et les pré-bêta, comme vous voyez ici. Et ce qu'on appelle, on va la voir tout à l'heure, c'est la broad bêta-lipoprotéine. Broad en anglais, ça veut dire élargi. Donc, c'est une tâche de bêta-lipoprotéine qui est élargie et qui englobe les bêta, sans qu'il y ait un espace entre eux. C'est un type qui existe uniquement à l'électrophorèse, on va le voir tout à l'heure. D'accord? Le type 4, c'est la présence seule d'une pré-bêta-lipoprotéine. Il y a également une entité qu'on va voir tout à l'heure, qu'on ne va pas développer, ce qu'on appelle le type 4 long. Il y a une tâche de pré-bêta située en avant des vrais pré-bêta, qu'on appelle le type 4 long, qu'on appelle également la sinking pré-bêta. Donc, c'est un type 4 qui évolue, qui migre de façon plus lente que le vrai type 4. On va le voir, ce type 4 long, c'est une entité tout à fait différente, on va le voir, elle correspond à une augmentation d'une lipoprotéine qui est hétérogène. On va le voir tout à l'heure. Là, c'est juste la classification électrophorésique. Le type 5, c'est un type 1 plus 4, c'est-à-dire il y a des chylomicrons en même temps sur la bande d'électrophorèse et un type 4, donc un pré-bêta et chylomicron en même temps. Voilà, c'est-à-dire la classification de Fredrickson. Cette classification est de moins en moins utilisée maintenant parce qu'il dispose d'une technologie, etc., qui n'existe pas dans tous les hôpitaux et qui existe uniquement dans les hôpitaux universitaires. Donc, cette classification est de moins en moins utilisée. Et maintenant, ce qu'on utilise tous, c'est la classification de deux gènes. Deux gènes, c'est un Français, alors que Fredrickson, c'est un Américain. La classification de deux gènes parle de trois types d'hyperlipidémie. Il y a les hypercholestérolémies, il y a les hypertriglycédémies, il y a les hyperlipidémies mixtes. On va le voir que cette classification de deux gènes peut être facilement comparée à la classification de deux gènes, de Fredrickson. Il y a les hypercholestérolémies qui sont caractérisées par un taux de cholestérol élevé, un taux de glycémie normal. Il y a les hypertriglycédémies caractérisées par une élévation des triglycérides et un taux de cholestérol normal. Il y a les hyperlipidémies mixtes qui correspondent à une élévation simultanée de triglycérides et de cholestérol. Alors, ce qu'il faut savoir, parmi les hypertriglycédémies, il y a les hypertriglycémies lipidodépendantes, il y a les hyperglycémies glucidodépendantes, il y a les hyperlipidémies mixtes, les hypertriglycémies mixtes. Les hypertriglycédémies lipidodépendantes, c'est une élévation de triglycérides faisant suite à une ingestion de graisse. Par exemple, lorsqu'on mange beaucoup de graisse, alors ils vont passer au niveau de l'intestin et vont constituer les chylomicrons. Et ça va être l'élévation des chylomicrons. Donc l'élévation des chylomicrons, et les chylomicrons, on l'a vu qu'elles transportent essentiellement les triglycérides, cette élévation des chylomicrons fait suite à une ingestion importante de triglycérides alimentaires. Donc, on appelle ça les hypertriglycémies lipidodépendantes qui correspond à une hyperchylomicronémie de la classification de Fredrickson. Les hypertriglycédémies glucidodépendantes, l'élévation de triglycérides fait suite à un excès alimentaire en glucides. Parce que lorsqu'on mange trop de sucre, l'excès de sucre se transforme en triglycérides. Pourquoi? Parce que le métabolisme des glucides va aboutir à la formation du glycérol. Là, il faut faire un peu de biochimie. Le glycérol fait suite à un métabolisme des glucides. Donc, les glucides en excès se transforment en glycérol. Et le glycérol, lorsqu'il rencontre trois molécules d'acides gras, il va former des triglycérides. Donc, l'excès de triglycérides, il faut que vous sachiez si c'est dû à un excès alimentaire en graisse, si c'est dû à un excès alimentaire en glucides.
Et également, ça peut être une hypertriglycémie mixte, c'est-à-dire une élévation simultanée de graisse alimentaire et de glucides. C'est ce qu'on appelle le type 5. L'hypertriglycémie lipidodépendance, c'est un type 1 de la classification de Fredrickson. Glucidodépendance, c'est un type 4 de la classification de Fredrickson. Et mixte, c'est un type 5, c'est-à-dire en même temps lipidome, en même temps glucidome. Donc l'élévation des triglycérides, elle est variable dans le sang. Et il faut, à travers la sensibilité diététique, rechercher si cette hypertriglycémie est secondaire en apport alimentaire riche en graisse, c'est la diététicienne qui va faire le travail, ou bien c'est une alimentation riche en sucre. Voilà en gros la classification de deux gènes qui peut être facilement comparée à la classification de Fredrickson. Et on va voir qu'il y a une équivalence entre la classification de deux gènes et la classification de Fredrickson. On va le voir. Alors voilà les différences. L'hypercholestérolémie essentielle, HCE, ça veut dire hypercholestérolémie essentielle, correspond à un type 2A. Et correspond à une augmentation des LDL. Donc, quand vous avez une hypercholestérolémie essentielle à travers un taux de cholestérol élevé et des triglycérides normaux, vous avez affaire à un type 2A de la classification de Fredrickson, c'est-à-dire une augmentation de la tâche des bêta-lipoprotéines. Et au niveau du sang, vous avez un LDL cholestérol élevé. Donc, LDL cholestérol élevé correspond à une hypercholestérolémie. Les hypertriglycédémies, on l'a dit tout à l'heure, il y a trois types d'hypertriglycémie, soit le type 1, soit le type 4, soit le type 5. Le type 1 de la classification de Fredrickson, c'est l'hypercholestérolémie et c'est une hypertriglycémie lipidodépendante. Donc, vous pouvez faire un régime riche en graisse et vous voyez si les triglycérides s'élèvent. S'ils s'élèvent, c'est une hypertriglycémie lipidodépendante due à une hypercholestérolémie. L'hypertriglycémie glucido-alcoolo-pétrodépendante, c'est-à-dire elle est dépendante des glucides ou bien de la prise d'alcool ou bien d'une obésité. L'excès de triglycérides secondaire à un excès de glucides ou bien à une obésité ou bien à la prise d'alcool correspond à un type 4 et correspond à une pré-bêta-lipoprotéine, alors que le type 1 correspond à un chylomicron. Donc, à travers un taux de triglycérides élevé, vous pouvez avoir affaire soit à un type 1, soit à un type 4, selon la sensibilité diététique aux graisses ou bien au sucre. C'est très important. Donc, j'aurai l'occasion de répondre à des questions si vous n'avez pas bien compris. Il y a les hypertriglycémies mixtes qui correspondent à un type 5, où on voit l'électrophorèse de lipoprotéines, une association, comme on l'a vu tout à l'heure, des chylomicrons et des pré-bêta-lipoprotéines. Voilà. Donc, l'hypertriglycémie lipidodépendante, le type 1, c'est une hypertriglycémie dépendante des graisses. L'hyperglycémie glucido-alcoolopétoma, elle dépend des sucres, de l'alcool ou d'un excès de poids. Mixte, elle dépend à la fois des sucres et des graisses. Ensuite, troisième type d'hyperlipidémie selon deux gènes, c'est l'hyperlipidémie mixte. L'hyperlipidémie mixte, c'est une association d'élévation de cholestérol et de triglycérides. Alors, à ce moment-là, ça peut correspondre à l'électrophorèse, un type 2B ou un type 3. Le type 2B, on l'a vu tout à l'heure, c'est augmentation de la tâche des bêta, c'est-à-dire LDL, c'est-à-dire le cholestérol, et des pré-bêta, c'est-à-dire les triglycérides. Donc, c'est une hyperlipidémie mixte. Ou bien un type 3, on a vu, c'est une entité où elle est une tâche qui englobe à la fois les bêta et les pré-bêta. Voilà. Et au niveau du sang, vous trouvez LDL et triglycérides élevés, les deux. Donc là, c'est très simple, la classification de deux gènes. Hypercholestérolémie, cholestérol élevé, triglycérides normaux. Hypertriglycérémie, triglycérides élevés, cholestérol normal. Mais il faut savoir si cette élévation de triglycérides elle est due à un excès de graisse ou un excès de glucides. Et mixte, c'est un excès des deux. L'hyperlipidémie mixte, c'est une élévation du cholestérol et des triglycérides. Quelle est la démarche diagnostique? Donc, on a vu la définition, on a vu la physiopathologie des transporteurs de lipides, et on a vu maintenant, c'est-à-dire la classification, comment classer une hyperlipidémie. Maintenant, quelle est votre démarche diagnostique? La démarche diagnostique, comme on l'a vu tout à l'heure dans la première diapo que l'hyperlipidémie, c'est une maladie génétique, il faut rechercher les antécédents familiaux à travers, c'est-à-dire à travers des accidents cardiovasculaires qui sont survenus dans la famille, ou bien à travers des bilans où vous avez des parents qui ont des cholestérol triglycérides élevés. Donc, surtout, il est génétique, l'hyperlipidémie.
il faut faire un examen clinique et un bilan lipidique. Les antécédents familiaux, ils sont variables. Lorsqu'on a affaire à un type 2A ou un type 3, on parle de transmission autosomique dominante. Lorsqu'on a un type 1, c'est une transmission autosomique récessive. Et un type 4, c'est une transmission polygénique. Il y a plusieurs gènes qui interviennent. Donc ici, c'est important de savoir. On a un petit peu les détails, si vous voulez, comment on parle de transmission autosomique dominante. Lorsqu'on a, par exemple, un père qui est atteint et une mère qui est saine, qui n'a rien. Donc à ce moment-là, on va avoir 50% de chances que les enfants soient touchés et 50% de chances que les enfants ne soient pas touchés. Donc il y a 50% de chances que quand on a dans une famille 50% de gens qui sont touchés et 50% de gens qui ne sont pas touchés, on parlera de transmission autosomique dominante. Ou bien on peut avoir également 25% des enfants qui sont sains, 50% hétérozygotes et 25% d'homozygotes. Voilà en gros, le type de transmission autosomique dominante. On peut avoir le type de transmission autosomique récessive qui est caractéristique du type 1, c'est lorsqu'on a le père et la mère qui sont hétérozygotes. Donc leur association va fournir, dans 25% des cas, va fournir un enfant qui est atteint. Donc à chaque grossesse, le risque que l'enfant soit malade est de 25%. C'est la génétique. Donc en principe, c'est du détail. Alors une fois qu'on s'assure de la transmission génétique, donc à travers une enquête familiale, les parents, les grands-parents, les collatéraux, les oncles, etc., on fera l'examen clinique. L'examen clinique, c'est la recherche de dépôt de cholestérol, soit en dehors des vaisseaux, on appelle ça extravasculaire, soit au niveau des vaisseaux. Alors, si ça se passe, le dépôt de cholestérol se fait au niveau du vaisseau, on va avoir des accidents cardiovasculaires. C'est pour ça que l'hypercholestérolémie et l'hyperlipidémie peuvent se manifester par des accidents cardiovasculaires, qui peut être le motif de découverte d'une hyperlipidémie. Et c'est pour ça que certains malades vont atterrir en cardio, à travers une angine de poitrine, à travers un infarctus, à travers une artérite des membres inférieurs, à travers un accident vasculaire cérébral, etc. Donc c'est a posteriori que, si vous voulez, on fera le diagnostic d'une hyperlipidémie. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut détecter l'hyperlipidémie avant l'accident cardiovasculaire, à travers la recherche de dépôts lipidiques en dehors des vaisseaux. On peut avoir un dépôt lipidique au niveau des yeux. Et on va le voir tout de suite, un arc cornéen. Donc quand on regarde quelqu'un, on trouve un arc cornéen, on va le voir en photo. On peut avoir un xanthelasma. C'est un dépôt de cholestérol jaune-orangé au niveau des paupières supérieures et inférieures, ou bien au niveau de l'angle interne de l'œil. On peut avoir des xanthomes tendineux, c'est-à-dire des dépôts de cholestérol au niveau des articulations, ou bien des xanthomes tubéreux, ou bien des xanthomes éruptifs. Donc on va le voir à travers la photo. Voilà, regardez. Ici, vous avez un xanthelasma. Regardez ici, c'est un dépôt de cholestérol. Regardez, ici au niveau de l'angle interne de l'œil, mais qui peut être en monture de lunettes, c'est-à-dire qui trace la périphérie des paupières. Là, c'est du cholestérol, un dépôt de cholestérol, et ça oriente vers une hypercholestérolémie, ce qu'on appelle un xanthelasma. Ici, vous avez des xanthomes éruptifs. C'est des dépôts de lipides, essentiellement des triglycérides. On voit les xanthomes éruptifs dans les hypertriglycéridémies. Ce sont des dépôts qui se forment sous forme d'une éruption au niveau des fesses, au niveau du thorax, au niveau des membres supérieurs et inférieurs, etc. Donc, ce sont des dépôts où on voit un centre jaunâtre entouré d'une réunion inflammatoire de la taille d'une tête d'épingle. Et ceci, comme vous le voyez, vous êtes orienté vers une hypertriglycéridémie. Vous avez ici l'arc cornéen. Regardez, c'est un dépôt de cholestérol au niveau de la cornée, sous forme de porcelaine, qui peuvent être circulaires ou semi-circulaires. Là, c'est un arc cornéen qui traduit une hypercholestérolémie. Maintenant, regardez, vous avez un dépôt de cholestérol, c'est ce qu'on appelle le xanthelasma, et ici, vous avez un arc cornéen. Regardez, je ne sais pas si c'est bien visible.
Voilà, là, l'arc cornéen également. Là, vous avez, on répète, le xanthelasma. Là, vous avez un xanthome tendineux. Donc, au niveau des articulations métacarpopharyngiennes, vous avez des nodules qui sont remplis de cholestérol. Au niveau de l'articulation métacarpopharyngienne, qui peuvent survenir en avant ou en arrière de l'articulation métacarpopharyngienne, qui peuvent être symétriques et en principe indolores. Ou bien, l'exanthome peut survenir au niveau du tendon d'Achille. Regardez ici, c'est un pied. Là, vous avez un renflement au niveau du tendon d'Achille qui peuvent donner accès à des tendinites et qui traduit une hypercholestérolémie. Voilà ici également un résumé, xanthelasma ici, arc cornéen, xanthome tendineux, regardez, c'est des dépôts de cholestérol sous forme de nodules en chapelis au niveau de l'articulation métacarpo-pharyngienne. Voilà ici, vous avez un xanthome au niveau du tendon d'Achille qui donne des tendinites. Voilà, donc cliniquement, on a des signes cliniques qui sont le plus souvent indolores et qui le plus souvent ne donnent pas la possibilité aux malades d'aller consulter parce qu'ils ne souffrent pas. Et quelquefois, ces symptômes, etc., passent inaperçus par le médecin qui consulte ces malades et le médecin est faussement, rassure faussement le malade. Alors qu'il faut consulter à ce stade pour éviter que l'hypercholestérolémie se traduise par un accident cardiovasculaire. Parce que si on retarde trop le diagnostic peut être fait par un accident cardiovasculaire. Donc, biologiquement, on regarde l'aspect du sérum. Lorsqu'il est clair, regardez, lorsqu'il est clair, ou il peut être clair, lactescent ou opalescent. Si le sérum est lactescent, comme du lait, il faut suspecter une hypertriglycéridémie. S'il est clair, on suspecte une hypercholestérolémie. S'il est opalescent, on suspecte une hyperlipidémie mixte. Donc, l'aspect du sérum en lui-même peut être un moyen d'orientation vers la variété d'hyperlipidémie. Il y a également, on l'a vu tout à l'heure, l'électrophorèse de l'hypoprotéine. Également, en faisant l'électrophorèse, on peut être, c'est-à-dire on peut classer l'hyperlipidémie. Il y a un examen qu'on appelle l'ultrasondification préparatrice, qu'on ne fait pas ici, mais qu'on fait à l'étranger. Cette ultrasondification permet de centrifuger les lipoprotéines afin d'évaluer la densité. Et elle permet d'identifier les différentes lipoprotéines en fonction de leur densité. Malheureusement, ça ne se fait pas ici, donc ça permet d'identifier la lipoprotéine. Il y a ce qu'on fait surtout chez nous, c'est les dosages sanguins. On dose le LDL cholestérol, le HDL cholestérol, les triglycérides et la lipoprotéine A. Tous ces examens peuvent être faits chez nous et ils peuvent classer l'hyperlipidémie. Donc, c'est de dosage au niveau du sang. Alors ici, je vais passer rapidement. Alors, on va passer en revue très rapidement avant de passer au traitement. Il y a l'hyperchylomicronémie, le type 1. Comment on va faire le diagnostic? Le diagnostic peut être fait cliniquement à travers des douleurs abdominales. Donc, il y a des patients qui se plaignent de douleurs abdominales importantes qui peuvent aller jusqu'à la pancréatite aiguë. Et les signes cliniques qui accompagnent ce syndrome douloureux abdominal, c'est l'asthénie, la somnolence postprandiale. Le sujet, quand il mange, il a envie de dormir. C'est une somnolence postprandiale invincible. Le sujet, après un repas, pratiquement dort debout, du fait de l'hyperchylomicronémie. Donc, c'est les signes cliniques qui doivent orienter vers l'hyperchylomicronémie. Et il y a, je vous l'ai montré tout à l'heure, une xanthomatose éruptive, c'est-à-dire une éruption qui se développe sous forme d'éruption au niveau des fesses, au niveau de la cuisse, au niveau de l'abdomen, qui doit orienter vers une hypertriglycédémie. C'est le syndrome clinique. Pourquoi on a une hyperchylomicronémie? Parce qu'il y a une carence en lipoprotéine lipase. Je l'ai expliqué tout à l'heure en disant que les chylomicrons, une fois qu'ils passent dans du sang, après avoir transporté les triglycérides, ils vont être dégradés par la lipoprotéine lipase. Quand il y a une absence de lipoprotéine lipase, les chylomicrons n'arrivent pas à être épurés. Donc, ils vont monter dans le sang, puisque la lipoprotéine lipase est absente. Elle est absente, donc les chylomicrons ont des difficultés à être épurés. On a une hyperchylomicronémie. Donc, la complication qu'il faut retenir la plus importante dans ce cas de figure, c'est la pancréatite aiguë. Au niveau du sang, on a des triglycérides élevés. Le sérum est lactescent. L'électrophorèse, on a une tache au niveau du dépôt du sérum, tache de chylomicron qu'on a monté tout à l'heure. Le type 2A,
Alors que le type 1, la principale complication, c'est la pancréatite aiguë. Le type 2A, la principale complication, c'est l'athérosclérose. Et la clinique, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'arc cornéen, l'exonthélasma, l'exonton tendineux, l'exonton cutané. Et cette forme d'hyperlipidémie se manifeste par des accidents cardiovasculaires. Alors que le type 1, qu'on a vu tout à l'heure, c'est la pancréatite aiguë. Mais dans sa forme mineure, on peut avoir ces signes qui sont absents et la maladie peut se manifester par un accident cardiovasculaire. Donc, le plus souvent, on a des signes cliniques qui doivent nous orienter, mais on a des formes où la symptomatologie est pauvre et c'est à l'occasion d'un accident cardiovasculaire qu'on peut faire le diagnostic. On a vu tout à l'heure que l'aspect du sérum est clair, les triglycérides, on a dit c'est normaux, et c'est surtout l'augmentation du cholestérol, des LDL et de l'apoprotéine B qui constitue l'apoprotéine la plus marquante dans la composition des LDL. À l'électrophorèse, on a une hyper-bêta-lipoprotéine. Et pourquoi on a une hypercholestérolémie? Parce qu'il y a une carence en récepteur. Parce que les LDL qui transportent les récepteurs, une fois qu'ils ont assuré leur transport au niveau du tissu, normalement, ils sont dégradés. En se fixant à des récepteurs au niveau du foie pour qu'ils soient éliminés. Mais ici, il ne peut pas l'être parce qu'il y a une absence de récepteurs. Donc, les LDL vont rester dans le sang, au lieu d'être éliminés par le foie, à cause d'une absence génétique de récepteurs. Et ces LDL vont rester dans le sang et vont aller au niveau des artères pour déposer le cholestérol et pour bloquer nos artères. Donc, on a vu le type 1, on a vu le type 2A, maintenant le type 2B. Le type 2B, c'est une association des signes cliniques de l'hypercholestérolémie et des signes cliniques de l'hypertriglycéridémie. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et en électrophorèse, on a une augmentation des bêta et pré-bêta. Le type 3, on l'a vu tout à l'heure, c'est une tâche qui englobe à la fois les bêta et les pré-bêta. C'est un diagnostic qui ne peut se faire qu'à l'électrophorèse. Et ce qu'il faut retenir, c'est la forme la plus hétérogène, la plus dangereuse. Et pour ne pas oublier, on voit des symptômes au niveau des plis palmaires, au niveau de la main, au niveau des plis qu'on a, on a des cholestérols, un dépôt jaune-orangé qui est pathognomonique de cette affection, de ce type 3. Voilà. Ici, sur le plan sanguin, on a une élévation des triglycérides. Et c'est le type 4, pardon. Donc, on a vu le type 3. Le type 4, c'est une augmentation des triglycérides. Et parallèlement à cette augmentation des triglycérides, on a une diminution des HDL. Donc, on a une augmentation des VLDL et on a une diminution des HDL. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un échange au niveau du sang entre les HDL et les VLDL. Puisque les HDL vont fournir aux VLDL du cholestérol afin de les enrichir en cholestérol pour qu'ils puissent se transformer en LDL. Et cet transfert de cholestérol des HDL au VLDL va diminuer les HDL. Donc, concomitamment à l'élévation des VLDL, il y a une diminution des HDL. Et bien sûr, à l'électrophorèse, on a une augmentation des pré-bêta et une diminution des alpha. Le type 5, c'est un type 1 plus 4. Le type 1, c'est un type 1 plus 4. Et on a un risque cardiovasculaire, en même temps un risque pancréatique. Voilà, ici on parle un peu de l'hypoprotéine A. L'hypoprotéine A qu'on a signalé tout à l'heure, c'est une lipoprotéine qui peut correspondre à l'électrophorèse au pré-bêta long, c'est la thinking pré-bêta. Cette lipoprotéine A doit être recherchée lorsqu'on a un cas d'accident cardiovasculaire qui ne peut pas être expliqué. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé les VLDL augmentés, on n'a pas trouvé les LDL, etc. On n'a pas compris. Donc, on peut doser la lipoprotéine A lipase. Donc, qui peut être élevée, qui peut être expliqué le fait qu'une famille présente, par exemple, des complications cardiovasculaires. Quelle est la prise en charge? Donc, c'est la dernière étape du cours. Donc, la prise en charge, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, dans un premier temps, étiqueter la variabilité, le type d'hyperlipidémie. Donc, on doit doser le LDL cholestérol, qui est le plus hétérogène. On doit doser les triglycérides et les HDL. Donc, on doit rechercher ces trois anomalies. Élévation des LDL, élévation des triglycérides et diminution des HDL. Le plus souvent, l'élévation des triglycérides et la diminution des HDL.
le plus souvent, on la trouve fréquemment dans le diabète sucré, à cause de l'insulino-résistance. Donc, il est important d'étiqueter l'hyperlipidémie parce que pour éviter le risque d'accident cardiovasculaire. Donc, c'est une prévention primaire. Donc, on doit rechercher l'hyperlipidémie à travers un bilan systématique, à partir de 50 ans, on va le voir, qui permet de trouver la vérité d'hyperlipidémie avant qu'il y ait un accident. Et en traitant l'hyperlipidémie, on peut éviter l'accident. Donc, c'est important de la traiter avant qu'il y ait un accident. On parlera alors de prévention primaire, ou bien il faut la traiter après l'accident. On parlera de prévention secondaire. Ceci afin d'éviter le risque de rechute. Voilà, donc la prise en charge, elle peut être primaire pour éviter l'accident ou secondaire pour éviter la récidive. Donc, comme on l'a vu dans la première diapo, il faut toujours, en plus de l'hyperlipidémie, rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, l'obésité, qui peuvent être associés à l'hyperlipidémie. Parce que le risque va dépendre du nombre de facteurs de risque. Plus le nombre de facteurs de risque augmente, associés à l'hyperlipidémie, plus le risque est important. On a les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque? Il y a des facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire sur lesquels le médecin ne peut pas agir. Par exemple, l'âge. Un homme, lorsqu'il a plus de 45 ans et une femme plus de 55 ans, présente un facteur de risque cardiovasculaire. Les antécédents familiaux de maladies coronariales précoces. Si quelqu'un a dans sa famille des parents, des oncles, des grands-parents qui ont fait un accident à un âge précoce, il a toutes les chances de faire un accident à la même, au même moment, c'est-à-dire même en âge jeune. Donc, ce sont des facteurs génétiques sur lesquels on ne peut pas agir. Il y a également des facteurs modifiables sur lesquels le médecin peut agir. Il y a le tabagisme. Donc, il faut arrêter de fumer. C'est un facteur de risque. Il y a l'hypertension. Il faut traiter la tension artérielle. Il faut la rechercher. Il y a le diabète sucré. Il faut équilibrer le diabète. Il y a également l'HDL cholestérol lorsqu'il est bas. C'est un facteur de risque. Il y a le LDL cholestérol qui est élevé. Le LDL cholestérol, il n'y a pas un taux fixe. Le LDL cholestérol est fonction du nombre de facteurs de risque. On va le voir tout de suite. Il varie de 1,30 g à 2,20 g. On va le voir. Donc, dans un premier temps, pour l'hyperlipidémie, il faut toujours, dans un premier temps, doser le LDL cholestérol, il faut le normaliser. Parce que le risque cardiovasculaire, il est parallèle au taux de LDL. Plus le taux de LDL cholestérol est élevé, plus le risque cardiovasculaire est élevé. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, rechercher si le LDL cholestérol est élevé. S'il est élevé, il faut le traiter, on va le voir comment. Et s'il n'est pas élevé, ou là s'il est normalisé, il faut rechercher les triglycérides dans un deuxième temps. Voilà, dans un deuxième temps, dans un premier temps, on recherche les LDL. Dans un deuxième temps, c'est surtout les triglycérides élevés. Il faut les normaliser. Il faut savoir que l'hyperlipidémie, il peut être primaire ou secondaire. Lorsqu'il est primaire, il est génétique. Lorsqu'il est secondaire, il faut rechercher. Il peut être secondaire à une hypothyroïdie. Par exemple, vous avez vu que dans une hypothyroïdie, il y a une hypercholestérolémie. Donc, c'est une hyperlipidémie secondaire. Le syndrome néphrotique, l'insuffisance rénale, la cholestase, ou bien il y a des médicaments qui peuvent causer l'hyperlipidémie. Donc, le traitement de l'hyperlipidémie, dans ce cas, c'est le traitement de la cause. Alors, quel est le traitement? Le traitement, il est tout d'abord diététique. Il faut commencer toujours en première intention un volet diététique. Donc, on commence la diététique, c'est-à-dire le régime, lorsque le LDL cholestérol est supérieur à 1,60 g, en l'absence de facteurs de risque, c'est-à-dire on a une hyperlipidémie isolée. Lorsque le taux de LDL est supérieur à 1,60 g, il n'y a pas de facteur de risque, c'est-à-dire pas d'hypertension, pas de diabète, etc. À 1,60 g, on commence le régime. Lorsqu'il y a plus de 2 facteurs de risque, on commence le régime à 1,30 g. Ou bien lorsque le sujet a fait un accident cardiovasculaire, on commence le régime à 1,30 g. Donc, le régime va dépendre du nombre de facteurs de risque. 1,60 g sans facteur de risque, 1,30 g s'il y a au moins 2 facteurs de risque. Le régime doit être de 3 mois. C'est en cas d'échec du régime qu'on va donner un traitement médicamenteux. Alors, le traitement qu'on va donner, si on n'a pas de facteur de risque, on va donner le traitement médicamenteux si le LDL cholestérol est supérieur à 2,20 g. S'il y a un facteur de risque, c'est-à-dire en plus de l'hyperlipidémie, il y a une hypertension, on commence le traitement à 1,90 g.
S'il y a 2 facteurs de risque, on commence le traitement à 1,60 g. S'il y a plus de 2 facteurs de risque, on commence le traitement médicamenteux à 1,30 g. Si le sujet est cardiaque, on commence le traitement à 1,30 g. Donc le traitement médicamenteux, qu'on va voir tout de suite, va dépendre du nombre de facteurs de risque. Et le LDL, il doit s'appuyer sur le LDL qui est dépendant du nombre de facteurs de risque. Donc il faut nuancer le taux de LDL en fonction du nombre de facteurs de risque. Il y a les autres anomalies lipidiques en plus du LDL, il y a les triglycérides. Lorsqu'ils sont comprises entre 2 et 4 grammes par litre, il faut un régime. Lorsqu'il est supérieur à 4 grammes, il faut des médicaments. On a dit tout à l'heure que l'hypertriglycémie est le plus souvent associée à un hypo-HDL, c'est-à-dire une diminution des HDL, et qu'on retrouve fréquemment dans le diabète et l'obésité. Quel est le régime diététique? En gros. Donc il faut d'abord réduire de poids. Pour réduire de poids, il faut marcher au moins 30 à 45 minutes par jour. Il y a des gens qui disent jusqu'à 1 heure par jour. Et le régime, lorsqu'on a fait une hypercholestérolémie, il faut diminuer les graisses animales et les aliments riches en cholestérol. Il faut utiliser surtout les graisses végétales, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, etc. Et en cas d'hypertriglycérémie, il faut arrêter l'alcool et faire un régime hypoglycémique. Donc, dans un premier temps, quel que soit le type d'hyperlipidémie, il faut perdre du poids, marcher au moins 1 heure par jour. S'il y a une hypercholestérolémie, diminuer les graisses animales et les aliments riches en cholestérol, et utiliser les graisses végétales. S'il y a une hyperglycémie, il faut arrêter l'alcool, il faut avoir un régime pauvre en sucre. Alors, le traitement, qu'est-ce qu'on donne? Il y a 4 traitements. Il y a les statines. C'est une entité de médicaments qui sont donnés surtout lorsque le LDL cholestérol est élevé. On peut le donner en prévention primaire, c'est-à-dire le sujet est à risque cardiovasculaire, c'est-à-dire il a une hyperlipidémie, il a une hypertension, il est obèse. Donc il a plusieurs facteurs de risque. On peut le donner donc en première intention, même s'il n'y a pas d'accident cardiovasculaire, pour prévenir l'accident. Mais en prévention secondaire, si le sujet a fait déjà un accident, il faut toujours donner les statines. Donc les statines sont en général le médicament de choix, surtout en cas d'hypercholestérolémie. Il y a également d'autres médicaments. Il y a les inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol, le dernier chapitre. Inhibiteurs, il y a des médicaments qui diminuent l'absorption intestinale du cholestérol. Il y a également les inhibiteurs d'une protéine qu'on appelle la PSCK, qui peut être utilisée lorsqu'on a un échec des statines. Quelquefois, les statines n'arrivent pas à baisser de manière substantielle le taux de cholestérol. À ce moment-là, on utilise les inhibiteurs de cette protéine qui n'existe pas chez nous. Et on peut utiliser également les fibrates qui sont surtout utilisés dans les hypertriglycérémies. Les effets secondaires des hypolipidémies. Quand on donne les hypolipidémies, ces médicaments, il faut toujours rechercher un effet secondaire sur les transaminases, ils peuvent s'élever, ou bien musculaire, on donne la CPK. Donc si les transaminases s'élèvent plus de 3 fois la normale, il faut arrêter le traitement. S'ils s'élèvent moins de 3 fois la normale, on peut continuer le traitement. Également les musculaires, les effets secondaires musculaires, à travers des douleurs musculaires, à travers un dosage CPK, lorsqu'ils sont très élevés, également on peut être amené soit à changer de statine, soit à diminuer la dose et à les arrêter éventuellement si on n'arrive pas à faire baisser les CPK. Donc ici on passe rapidement parce que ce n'est pas important. Donc ici ce qu'on peut dire, c'est que les statines sont utilisées en première intention en prévention primaire et secondaire, surtout lorsque le LDL cholestérol est élevé. En cas d'échec, on utilise les inhibiteurs de PCSK. On peut associer les inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol en associant avec les statines, lorsque les statines sont inefficaces. Donc on peut associer les inhibiteurs. Les fibrates sont donnés en général en priorité dans les hypertriglycémies en prévention primaire. Voilà ici ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est visible. Donc quand on donne un traitement médicamenteux, s'il n'y a pas de facteur de risque,
il faut faire abaisser le LDL du cholestérol à moins de 2,2 grammes. S'il y a un facteur de risque, on doit abaisser le LDL à 1,9. Maintenant, c'est les facteurs d'efficacité du traitement médicamenteux. Son facteur de risque, le LDL cholestérol doit être inférieur à 2,2 grammes. Lorsqu'il y a un facteur de risque, il faut abaisser le LDL à 1,9. Deux facteurs de risque, abaisser à 1,6. Trois facteurs de risque, abaisser à 1,3. Et lorsqu'il y a plus de 3 facteurs, il faut abaisser 1 gramme. Et également, en cas de diabète, il faut abaisser inférieur à 1 gramme. Et en cas de sujet cardiaque, il faut abaisser le LDL inférieur à 1 gramme. Donc, on abaisse le LDL cholestérol lorsque le risque cardiovasculaire est important. On l'abaisse de plus en plus bas. Quand il n'y a aucun facteur de risque, le risque cardiovasculaire est faible. Donc, on se contente d'un LDL cholestérol moins de 2,2. Plus le nombre de facteurs de risque augmente, plus le risque cardiaque augmente, plus il faut abaisser davantage le LDL cholestérol. Comme le diabète constitue un risque cardiovasculaire important, il faut abaisser le LDL à moins de 1 gramme. Voilà, on a avant-dernière diapo. Donc là, ce qu'il faut, c'est, lorsqu'on a une hyperlipidémie, il faut rechercher surtout les facteurs de risque associés, essentiellement le diabète, l'hypertension et le tabac. Donc, c'est les 3 facteurs les plus importants qui peuvent être associés à l'hyperlipidémie. Donc, on doit traiter en plus de l'hyperlipidémie les autres facteurs de risque. On évalue le risque coordonné global, plus le nombre de facteurs de risque augmente, plus le risque est important. Et puis, on commence par le régime ou bien les médicaments qu'on a vu tout à l'heure en fonction du LDL cholestérol. C'est essentiellement les statines. On doit le fibrate si les triglycérides sont élevés. Seulement, si les triglycérides sont élevés de manière isolée. Là, c'est la dernière diapo. Donc, bien sûr, comme les hyperlipidémies, le plus souvent, ils n'ont pas de signes cliniques, dans la majorité des cas, il faut essayer de faire un dépistage. Le dépistage doit s'adresser à tous les hommes de plus de 40 ans, toutes les femmes plus de 50 ans, les femmes ménopausées, et dans les ethnies à risque cardiovasculaire important, essentiellement l'Asie du Sud, ce n'est pas notre cas. Donc, essentiellement, au-delà de 40 ans, on peut faire un dosage de lipides 1 fois par an. Chez les femmes, 50 ans, ou bien ménopausées. Ou bien on peut le doser chez les personnes qui ont une évidence d'athérosclérose, qui ont un anévrisme d'aorte, qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, obèses, qui ont des antécédents cardiovasculaires importants, précoces, qui ont des antécédents de dyslipidémie, qui ont une maladie rénale, une maladie intestinale, ou bien qui ont une impuissance sexuelle, ou bien qui font des hypertensions durant la grossesse, ou bien un BPCO. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc ici, on va essayer de savoir si vous avez des questions à poser. Vous réfléchissez tranquillement. Donc on va aller chercher le commentaire. Hein. Voilà, ici il y a des commentaires. Allez. Donc vous avez posé les questions. Vous m'entendez là? Monsieur, pas de questions jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de questions? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, est-ce que c'est clair ou là c'est un peu difficile? C'était clair, monsieur. Voilà, en plus de ça, vous avez pour le support, c'est le même? Comment? Pour le support. Le support, je vous ai envoyé par email, je vous ai envoyé le cours. Il y a le cours qui est bien fait, qui correspond à ce que je vous ai dit. Il y a un cours sous forme de PDF. Je vous l'ai envoyé. De toute façon, si vous avez des questions à poser, vous pouvez me poser des questions par email, par exemple. Vous pouvez me donner l'email à tous les gens. S'il y a des gens qui ne veulent pas poser des questions publiques, je suis prêt à répondre à chacun de manière individuelle, éventuellement, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. D'accord? D'accord, je vais le partager. Voilà. Allez, je vous remercie. Au revoir. Hein. Merci, monsieur. Au revoir. Voilà.